Une veuve des confins sauvages, un ennemi blessé et une nuit qui allait bouleverser leur destin à jamais. Que est-il réellement passé dans cette ferme isolée avant l'aube? Et pourquoi les soldats sont-ils revenus? Le soleil de fin des après-midi étirait ses longues ombres sur la modeste ferme des Isabelle Delorme, tandis qu'elle resserrait son châle autour de ses épaules. Octobre, dans ces plaines du Nord, apportait un froid mordant qui semblait s'infiltrer à travers les planches de bois de la maison qu'elle avait partagée avec son mari, Jean, avant qu'une balle perdue ne l'emporte lors des escarmouches frontalières. Veuve depuis 5 ans à 27 ans, Isabelle avait appris à gérer seule le domaine, bien que la solitude fût une compagne constante. Allez, baron, lança-t-elle à son vieux berger qui somnolait sur le porche. Le chien se leva péniblement et trottina fidèlement derrière elle, le museau grisonnant mais le regard encore vif, alors qu'elle se dirigeait vers la grange pour ses corvées du soir. La lourde porte grinça lorsqu'elle la poussa, elle y accueillant avec elle l'odeur familière du foin et du bétail. Soudain, baron se raidit, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. « Que y a-t-il, mon vieux » chuchota Isabelle en décrochant la lanterne suspendue près de elle l'entrée. La lueur chaude de la flamme éclaira l'intérieur, ne révélant rien d'inhabituel au premier coup d'œil. Les 2 vaches laitières s'agitaient dans leur stall étitant, son cheval de trait, et hennit doucement. Mais baron continuait de gronder, son attention fixée sur le coin sombre au fond de la grange, derrière une pile de bottes de foin. Le cœur des Isabelle accéléra. Depuis la mort de son époux, elle gardait toujours son revolver des ordonnances dans la poche de son tablier, une nécessité pour une femme seule en ces terres hostiles. « Qui est là » cria-t-elle, la voix plus assurée qu'elle ne le sentait réellement. « Je suis armé. » Le silence lui répondit, mais baron ne s'y trompait pas. Il avança lentement, le poil hérissé. Isabelle le suivit, elle est arme au poing. En contournant les bottes de foin, elle laissa échapper un hoquet de surprise. Un homme gisait recroquevillé sur le sol de terre battue, le sang imbibant un bandage grossier autour de son torse. Ses longs cheveux noirs étaient collés par la boue et elle est fort. Sa peau cuivrée et les motifs peints sur son visage elle l'identifiait sans erreur possible comme un guerrier des tribus de l'Ouest, ces mêmes hommes avec qui les colons et elle armés étaient en conflit sanglant depuis des années. Les yeux du blessé s'ouvrirent, sombres et voilés de douleur. D'un geste faible, il tenta de saisir le couteau à sa ceinture, mais ses forces l'y abandonnèrent. « Non » dit fermement Isabelle en levant son arme. « Je ne veux pas vous faire de mal. » La main de l'homme retomba, ses yeux exprimant un mélange de défiance et de résignation. Isabelle savait qu'elle devrait être terrifiée. Les journaux et les récits de veillées regorgeaient des histoires des attaques, de familles massacrées. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme parlait des humanités plutôt que de sauvagerie. « Vous êtes gravement blessé » murmura-t-elle en abaissant légèrement le canon. La raison lui hurlait de monter à cheval et de galoper vers le fort militaire situé à 20 km de là. Le capitaine Rochefort et ses hommes patrouillaient la région depuis des semaines, traquant ce qu'ils appelaient les « rebelles hostiles ». Mais une autre voix, celle de son père, résonnait en elle. Le docteur Henri Gauthier avait enseigné à sa fille que la guérison ne connaissait ni frontières ni race. Astérisque, au moment où tu décides qui mérite la pitié et qui ne la mérite pas, astérisque disait-il souvent, astérisque, tu cesses d'être un guérisseur. Astérisque Isabelle rengaina son revolver et s'agenouilla près de l'homme qui elle observait avec méfiance. Je vais vous aider, dit-elle distinctement, espérant que son ton traduirait ses intentions malgré la barrière de la langue. Mais vous ne devez faire de mal à personne. Compris? L'homme étudia son visage un long moment avant d'ébaucher imperceptiblement la tête. Puis, grimaçant de douleur, il toucha sa poitrine et prononça un seul mot, Coda. Coda, répéta Isabelle, comprenant qu'il agissait de son nom. Elle posa la main sur son propre cœur. Isabelle. En examinant la blessure, elle constata qu'une balle avait traversé son flanc. Ce n'était pas mortel dans l'immédiat, mais l'infection menaçait déjà. Je dois vous emmener à la maison, dit-elle. La grange est trop froide. Pouvez-vous marcher si je vous aide? Coda lutta pour se lever, la détermination gravée sur chaque trait de son visage. Isabelle se glissa sous son bras, soutenant autant de poids que sa silhouette le permettait. Ensemble, ils traversèrent la cour alors que le soleil disparaissait derrière les collines. À l'intérieur, elle y installa sur le petit lit de camp dans ce qui avait été le cabinet de consultation de son père. L'ironie ne lui échappait pas, une pièce où son père avait parfois soigné en secret des autochtones servait à nouveau au même dessein.
Alors qu'elle rassemblait de quoi nettoyer la plaie, Baron aboya brusquement, se ruant vers la fenêtre. Isabelle scruta l'obscurité naissante et sentit son sang se glacer. Au loin, un nuage de poussière signalait l'approche de cavaliers. À leur formation et au reflet des boutons de cuivre, elle reconnut immédiatement la cavalerie. Elle se tourna vers le guerrier étendu sur le lit. Elle n'avait que quelques minutes pour agir. « Il faut vous cacher », chuchota-t-elle avec urgence. Elle fit un geste vers la trappe dissimulée dans le coin de la pièce, une petite cave que son père utilisait pour stocker des médicaments précieux et, parfois, pour cacher des proscrits. Koda plissa les yeux, méfiant. Mais lorsque Isabelle pointa la fenêtre et le nuage de poussière, il comprit. Serrant les dents contre la douleur, il se leva et se laissa guider. « Silence !» articula-t-elle en portant un index à ses lèvres alors qu'il descendait les marches étroites. Elle referma la trappe, jeta un tapis par-dessus et poussa une lourde table pour faire bonne mesure. Elle venait à peine de laver le sang de ses mains quand on frappa violemment à la porte. Lissant son tablier, elle prit une profonde inspiration et ouvrit. Le capitaine Rochefort et 5 de ses hommes se tenaient dans la cour. L'officier ôta son chapeau, dévoilant des cheveux prématurément gris qui contrastaient avec son visage buriné. « Bonsoir, Madame Delorme », dit-il avec cette politesse formelle que il affectait toujours. « Navré de vous déranger après le coucher du soleil. »« Capitaine Rochefort », répondit-elle d'un hochement de tête. « Qu'est-ce qui vous amène à cette heure ?»« Nous traquons une bande de maraudeurs », répondit-il en balayant la propriété du regard. « Ils ont attaqué un convoi hier. 2 morts. Les traces mènent par ici. » Isabelle soutint son regard. « Je n'ai vu personne. Gilles est travaillé à la ferme toute la journée. » Rochefort elle y examina. Il y avait connu du temps de Jean, il y avait aidé après le drame. « Cela vous dérange-t-il si nous jetons un œil, madame ? » Simple précaution. Refuser serait suspect. « Bien sûr, » dit-elle en s'écartant. « Mais faites vite, je vous prie. » Rochefort fit signe à ses hommes. Martin, Dupuis, vérifiez la grange. Lefebvre, le périmètre. Les autres, avec moi. Le cœur des Isabelle battait à tout rompre alors que les bottes des soldats résonnaient sur le parquet. Ils passèrent de pièce en pièce. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'ancien cabinet médical, Isabelle retint son souffle. Rochefort marcha directement sur le tapis dissimulant la trappe. Le vieux cabinet de votre père, remarqua-t-il en observant les étagères. Vous l'entretenez bien. Elle y a habitude, répondit-elle. Et cela sert pour les blessures des voisins. Le capitaine hocha la tête, satisfait, et ils retournèrent dans la salle principale. Les rapports des autres soldats furent négatifs, rien dans la grange, rien aux alentours. Eh bien, Madame Delorme, il semble que tout soit en ordre, conclut Rochefort en remettant son chapeau. Mais soyez prudente. Le chef de cette bande, un certain Corbeau Noir, est sans pitié. Le nom fit frémir Isabelle. Koda était-il un de ces hommes? Je garderai mes portes verrouillées, assura-t-elle. Nous campons près du ruisseau, à une lieue d'ici. Au moindre bruit suspect, tirez 3 coups en LR. Alors qu'il montait en selle, il se tourna une dernière fois vers elle. Isabelle? Je sais que vous avez le cœur tendre de votre père. Mais ce n'est pas le moment pour la clémence envers ces sauvages. Ils n'en ont aucune pour nous. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant terrifiant, elle crut qu'il savait. Qu'il avait senti la présence de l'homme sous le plancher. Mais il salua et s'éloigna dans la nuit avec sa troupe. Isabelle attendit que le bruit des sabots s'évanouisse avant de se précipiter vers le cabinet. Elle dégagea la trappe. Koda gisait au fond, le visage luisant de sueur. C'est fini, ils sont partis, murmura-t-elle en l'aidant à remonter. L'effort avait rouvert sa plaie. Elle l'installa de nouveau sur le lit et commença les soins, nettoyant l'infection avec des gestes précis. Koda observait intensément. Une fois le bandage refait, il saisit doucement son poignet. De son autre main, il fit un geste vers la porte, puis se désigna, LR interrogateur. Astérisque pourquoi, astérisque semblait-il demander. Isabelle chercha ses mots, puis, faute de langage commun, posa simplement sa main sur son cœur avant de la tendre vers lui. Le visage de Koda resta impassible, mais son regard s'est adouci. Elle lui prépara une infusion des écorces de saule pour la fièvre. Alors qu'il sombrait dans le sommeil,
elle et Esprit des Isabelle tourbillonnaient. Si Koda était un tueur, abritait-elle un monstre? Mais en le regardant dormir, vulnérable, elle revit elle homme, pas elle et ennemi. Au dehors, une chouette ulula. Isabelle est assis dans le fauteuil à bascule, le revolver sur les genoux, veillant sur le guerrier dont elle avait choisi de sauver la vie, sachant que elle Aube apporterait des choix encore plus difficiles. Il n'accorde aucune grâce au nôtre. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant terrifiant, Isabelle crut qu'il savait. Qu'il avait senti la présence du guerrier blessé sous les lattes du plancher. Mais le capitaine Rochefort toucha le bord de son chapeau, fit un signe à ses hommes, et la troupe disparut dans l'obscurité. Isabelle attendit que le bruit des sabots se soit totalement évanoui avant de se précipiter vers le cabinet de son père. Elle écarta la table et le tapis, puis souleva la trappe. Koda gisait au fond de elle étroit réduit, le visage luisant de sueur, la respiration sifflante. C'est fini, ils sont partis, chuchota T.L. en elle aidant à se hisser. L'effort du déplacement avait rouvert sa plaie, le sang traversant de nouveau le bandage. Isabelle elle allongea avec précaution sur le lit de camp et entreprit de nettoyer et panser la blessure une nouvelle fois. La balle avait traversé le flanc sans toucher des organes vitaux, mais les dégâts étaient sérieux. L'infection restait le plus grand danger. Tandis qu'elle s'affairait, Koda elle observait intensément. Lorsqu'elle eut terminé, il saisit doucement son poignet. De sa main libre, il fit un geste ample vers la porte, puis pointa son propre torse, LR interrogateur. Astérisque pourquoi avoir caché, astérisque Isabelle chercha comment franchir le mur du silence qui les séparait. Finalement, elle posa simplement sa main sur son cœur, puis la tendit vers lui. Le visage de Koda resta impassible, mais quelque chose dans son regard sombre et adouci. Il relâcha son poignet et se laissa aller contre elle l'oreiller, vaincu par l'épuisement. Isabelle lui prépara une décoction des écorces de saule pour apaiser la douleur et la fièvre, elle aidant à boire avant de ranger le matériel médical. Tout en travaillant, son esprit revenait sans cesse à elle l'avertissement du capitaine Rochefort. Si Koda était elle un des hommes de Corbeau Noir, hébergeait-elle un meurtrier responsable de la mort de colons innocents? Pourtant, en le regardant dormir, vulnérable, il lui était impossible de voir en lui le monstre décrit par les gazettes. Elle se remémora les paroles de son père, astérisque, la peur fait des hommes des monstres. Regarde au-delà pour voir la vérité. Astérisque dehors, une chouette ulula dans la nuit. Isabelle s'approcha de la fenêtre, contemplant le ciel piqué des étoiles. En aidant Koda, elle été placée en grand danger. Si elle et Armée le découvraient ici, elle serait traitée comme une traîtresse, peut-être même pendue. Aube était encore loin, mais Isabelle savait que le lever du jour apporterait son lot de choix difficiles. Elle s'installa dans le fauteuil à bascule près du lit, le revolver de son père sur les genoux, veillant sur ce guerrier dont elle avait choisi de préserver l'existence. Astérisque Isabelle se réveilla en sursaut, la nuque raidie par sa nuit dans le fauteuil. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux et, un instant, elle se sentit désorientée. Puis son regard se posa sur Koda, et les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Le guerrier était éveillé et elle observait en silence. Sa fièvre était tombée durant la nuit, bon signe, mais son teint restait cireux sous sa peau cuivrée. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, il hocha légèrement la tête en guise de salutation. « Bonjour », dit doucement Isabelle en se levant pour vérifier ses pansements. La plaie semblait plus propre que la veille, les rougeurs inquiétantes commençaient à s'estomper. « Vous guérissez », lui dit-elle, sachant qu'il ne comprendrait pas les mots mais espérant que le ton suffirait. À sa grande surprise, Koda parla. Sa voix était rauque, mais claire. « Pourquoi aider ennemi ?» Isabelle recula, stupéfaite. « Vous parlez notre langue ?» Elle eut ombre des gains sourire effleura les lèvres de Helbom. « Un peu. » Appris avec captif, un instituteur. Sans question affluèrent à elle l'esprit des Isabelle, mais elle se concentra sur celle qu'il avait posée. « Je ne vois pas un ennemi. Je vois un homme blessé. » Koda scruta son visage, cherchant une trace de duplicité. « Soldat, revenir ?» Probablement, admit Isabelle en approchant de la fenêtre pour scanner l'horizon. Les plaines s'étendaient à elle et infinies, baignées dans la lumière dorée du matin, désertes. Mais ils ne vous trouveront pas si nous sommes prudents. Elle l'aida à s'asseoir et lui apporta une tasse de bouillon et un morceau de pain de seigle. Il mangea lentement, méthodiquement, sans jamais la quitter des yeux. « Vous, seul ici ?» demanda-t-il finalement.
Isabelle acquiesça. Mon mari est mort à la guerre. Dans elle est. Pas des enfants. Une ombre passa sur son visage. Nous en voulions. Le destin en a décidé autrement. Koda sembla comprendre le chagrin derrière ces mots simples. Il toucha sa poitrine. Ma femme. Mon fils. Mort. Variole. 2 hivers passés. Le deuil partagé flottait entre eux, un pont fragile jeté au-dessus de leurs mondes opposés. Isabelle réalisa que malgré tout ce qui aurait dû les diviser, la race, la culture, et l'histoire sanglante entre leurs peuples, ils étaient unis par le langage universel de la perte. Je suis désolé, dit-elle simplement. Vous, docteur, demanda Koda en désignant les flacons. Mon père elle y était. Il aimait à tout appris. Isabelle commença à rassembler des bandages propres. Je dois changer votre pansement avant d'aller m'occuper des bêtes. Tandis qu'elle travaillait, Koda se dévoila peu à peu dans son langage rudimentaire. Il faisait bien partie de la bande de corbeaux noirs, mais il parlait de leurs actions bien différemment des journaux. Pour lui, ils se battaient pour protéger leur terrain de chasse, leur mode de vie, leur existence même contre la marée montante des colons. Terre à nous depuis, toujours, expliqua-t-il. Maintenant homme blanc vient. Tu bison. Monte barrière. Tous les colons ne veulent pas détruire votre vie, contra doucement Isabelle. Certains veulent juste un endroit pour élever leur famille en paix. Paix? Le visage de Koda se durcit. Homme blanc parle de paix en volant la terre. Isabelle ne pouvait contester la vérité de ses paroles. Elle avait vu les traités rompus, les fausses promesses, et les exils forcés des tribus loin de leurs terres ancestrales. Leur conversation fut brutalement interrompue par les aboiements furieux de Baron. Isabelle se rua à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. À travers la brume matinale, elle distingua des cavaliers approchant par elle. Le capitaine Rochefort et ses hommes, fidèles à leurs promesses. Ils reviennent, chuchota-t-elle en se tournant vers Koda. Pouvez-vous rejoindre la cachette? Koda lutta pour se mettre debout. Il était plus fort que la veille, mais encore chancelant. Pourquoi tu risques pour moi? Demanda-t-il alors qu'elle le soutenait vers la trappe. Si soldat trouve-moi, toi pendu. Isabelle s'arrêta, prise au dépourvu par la question. Pourquoi risquait-elle tout pour cet homme, un guerrier qui, de son propre aveu, avait combattu les siens? Mon père croyait que toute vie a de la valeur, répondit-elle enfin. Il a appris à guérir, pas à juger qui mérite de l'être. Koda soutint son regard un long moment. Ton père, homme sage. Il venait tout juste de refermer la trappe et de remettre le tapis en place lorsqu'on frappa à la porte des l'entrée. Isabelle lissa ses cheveux, prit une profonde inspiration et alla ouvrir. Le capitaine Rochefort se tenait sur le perron, le visage grave. Bonjour, Madame Delorme. Désolé de vous déranger à nouveau. Capitaine, salua Isabelle, douloureusement consciente des soldats armés derrière lui. Qu'est-ce qui vous ramène si tôt? Nous avons trouvé du sang frais sur un sentier menant ici, dit-il sans détour. Et un de mes pisteurs a repéré ce qui ressemble à des traces de mocassins mêlées à des empreintes de bottes de femme près de votre grange. Isabelle sentit sa bouche et s'est asséchée. Elle avait été si prudente en aidant Koda à gagner la maison. Mais dans l'obscurité, quelque chose avait dû lui échapper. Gilles ait tué un loup hier, improvisa-t-elle. Il s'en prenait à mes poules. Gilles ait traîné la carcasse derrière pour la brûler plus tard. C'est peut-être ce sang que vos hommes ont trouvé. Les yeux de Rochefort se plissèrent légèrement. Ça vous dérange si je vois ce loup, madame? Elle est esprit des Isabelle s'est emballa. Je l'ai brûlé ce matin avant de faire mes corvées. Vraiment. Rochefort ne prenait même plus la peine de cacher sa suspicion. Écoutez, Madame Delorme. Je vous connais depuis votre installation ici avec Jean. Vous avez toujours été une femme honnête. Si vous cachez quelque chose, ou quelqu'un, c'est le moment de me le dire. Isabelle soutint son regard sans ciller. Je n'ai rien à cacher, capitaine. Rochefort soupira lourdement. Alors vous ne verrez pas des inconvénients à ce que mes hommes fouillent votre propriété plus en détail. Cette fois, nous vérifierons chaque recoin. Le cœur des Isabelle martelait sa poitrine, mais elle s'écarta. Faites ce que vous devez faire. Les soldats se déployèrent avec plus de détermination que la veille. Deux se dirigèrent vers la grange.
Des autres inspectèrent les dépendances tandis que Rochefort et son pisteur, un métis nommé Gaspard, entraient dans la maison. « Belle maison que vous avez là », remarqua Gaspard, ses yeux scannant la pièce avec une précision professionnelle. On racontait que Gaspard avait grandi parmi les tribus avant de servir l'armée comme éclaireur. Si quelqu'un pouvait détecter la présence de Coda, c'était lui. Ils se déplacèrent méthodiquement, vérifiant les armoires, regardant sous les lits. Lorsqu'ils atteignirent le cabinet médical, Gaspard marqua une pause, narine dilatée. « Ça sent fort la médecine ici », commenta-t-il en avançant vers le centre de la pièce, là où la trappe reposait sous le tapis et la table. « C'est l'ancien cabinet de mon père », expliqua Isabelle, luttant pour garder une voix stable. « J'y utilise encore ces remèdes pour les voisins. » Gaspard hocha la tête, mais ses yeux se plissèrent en scrutant le sol. Il avança vers le tapis. Isabelle sentit son cœur rater un battement. Soudain, Baron se mit à aboyer frénétiquement dehors, suivi par le cri d'un soldat. « Capitaine !» Des traces qui partent vers le nord, après le lit du ruisseau. Rochefort et Gaspard échangèrent un regard avant de se précipiter dehors. Isabelle les suivit, les jambes flageolantes. Dans la cour, un soldat pointait avec excitation la lisière des bois au nord de la propriété. « Traces fraîches, mon capitaine. » Pas plus d'1 heure. Gaspard s'y accroupi, examinant le sol. C'est lui. Il se déplace vite, mais il favorise un côté. Il est blessé. Rochefort se tourna vers Isabelle, elle est expression illisible. Il semblerait que notre proie ait traversé votre propriété à votre insu, Madame Delorme. Vous avez de la chance. Isabelle parvint à hocher la tête, un flot de soulagement la submergeant. Comme je vous l'ai dit, je n'ai vu personne. Ancel, ordonna Rochefort. On peut le rattraper si on fait vite. Alors que les soldats s'apprêtaient à partir, Rochefort approcha d'Isabelle une dernière fois. Je vais laisser 2 hommes ici jusqu'à notre retour, dit-il. Pour votre protection, bien entendu. Le sang d'Isabelle se glaça. Ce n'est vraiment pas nécessaire, capitaine. Gilles insiste, répliqua-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. Jules, Martin, vous restez ici. Veillez sur Madame Delorme jusqu'à ce qu'on revienne. Les 2 jeunes soldats saluèrent et mirent pied à terre, tandis que le reste de l'unité galopait vers le nord, suivant la fausse piste. Isabelle les regarda éloigner, elle esprit en ébullition. Coda était toujours caché sous son plancher, et maintenant, elle avait 2 soldats armés qui surveillaient chacun de ses mouvements. Le soleil montait dans le ciel, promettant une journée longue et dangereuse. Les 2 soldats, Martin et Jules, s'installèrent confortablement sur le porche d'Isabelle, leurs fusils posés en travers des genoux. Martin, l'aîné des 2, était un homme taciturne et vigilant, le regard dur. Jules, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans selon l'estimation d'Isabelle, semblait nerveux et désireux de bien faire. « Madame, y a-t-il une chance que nous puissions vous déranger pour un peu de café ?» demanda Jules alors que la matinée s'étirait. « Nous sommes en selle depuis avant l'aube. » Isabelle saisit l'occasion. « Bien sûr. Pourquoi n'entrez-vous pas tous les 2 dans la cuisine ? J'y ai fait du pain hier, il est encore frais. » Une fois à l'intérieur, Isabelle s'affaira avec la bouilloire, l'esprit travaillant furieusement. Coda était caché dans l'étroite cave depuis des heures maintenant. Il fallait qu'elle crée une diversion pour aller voir comment il allait, si possible, lui donner de l'eau et de la nourriture. « Vous servez avec le capitaine Rochefort depuis longtemps ?» demanda-t-elle sur un ton de conversation en posant les tasses sur la table de chêne. « 3 ans pour moi, répondit Martin sèchement. Le petit Jules nous a rejoints après la bataille de la Rivière Rouge. Isabelle avait lu les récits de cette bataille dans les gazettes, une attaque controversée sur un village qui a été soldé par la mort de femmes et d'enfants. Elle jeta un coup d'œil à Jules, qui remua, mal à l'aise sous son regard. « Mon frère a été tué par des maraudeurs », avança Jules pour se justifier. « Dans notre ferme, plus au sud. Je me suis engagé pour assurer que ça n'arrive pas à des autres familles. » Isabelle hocha la tête avec compassion. « Je suis navré pour votre frère. »« Si vous permettez, madame, » intervint Martin. « Le capitaine a mentionné que vous viviez ici seul depuis la mort de votre mari. Ce n'est pas prudent pour une femme, surtout avec des hostiles dans les parages. »« Je me débrouille, » répondit Isabelle en versant le café fumant.
En tendant le bras pour attraper le sucrier, elle renversa délibérément le pot de farine, envoyant un nuage de poudre blanche sur le plancher de la cuisine. « Oh, quelle maladresse !» exclama T.L. « Laissez-moi vous aider, madame, » proposa Jules en bondissant sur ses pieds. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle rapidement. « Mais si ça ne vous ennuie pas d'aller chercher un peu d'eau au puits, cela va demander un peu de nettoyage. » Jules acquiesça avec empressement et sortit avec le seau. Martin resta assis, observant Isabelle attentivement alors qu'elle commençait à balayer la farine. « Vous savez, » dit-elle d'un air pensif, « je viens de me souvenir qu'il me reste une tourte aux pommes d'hier. Elle est dans le fruitier, derrière la maison. En voudriez-vous une part avec votre café ?» L'expression sévère de Martin adoucit légèrement. « Ce serait bien aimable à vous, madame. »« Je reviens tout de suite, » promit Isabelle, posant le balai et sortant par la porte arrière avant qu'il ne puisse proposer de l'accompagner. Une fois dehors, Isabelle se hâta vers le petit bâtiment de pierre construit au-dessus d'une source naturelle qui gardait les denrées au frais. La tourte était bien là, mais ce n'était pas sa priorité. À l'angle de la maison, elle bifurqua vers la fenêtre du cabinet médical. Elle toqua doucement contre la vitre. « Coda, m'entendez-vous » chuchota T.L. Aucune réponse. Isabelle regarda nerveusement autour d'elle, puis réessaya, un peu plus fort. Après un instant, elle entendit un faible grattement de l'intérieur. Il y avait entendu. « Les soldats sont toujours là, » murmura T.L. « Restez cachés. Gilles essaierait de vous faire sortir cette nuit. » Elle n'était pas sûre qu'il puisse la comprendre à travers la vitre close, mais elle devait l'espérer. Récupérant rapidement la tourte, elle retourna à la cuisine où les deux soldats l'attendaient désormais, Jules étant revenu avec Elgo. La journée s'étira avec une lenteur atroce. Isabelle occupa les soldats avec des repas et de la conversation, tandis que son esprit échafaudait mille plans d'évasion. En fin d'après-midi, il n'y avait toujours aucun signe du capitaine Rochefort. Ils ont dû suivre la piste sur une longue distance, remarqua Isabelle en préparant le souper. Martin grogna. Le capitaine est déterminé à attraper cette bande. Ils ont pillé des campements dans tout le territoire. Alors que le soleil commençait à décliner, Isabelle remarqua que l'inquiétude gagnait les deux hommes. « Quelque chose ne va pas » demanda T.L. Jules et Martin échangèrent un regard. « Le capitaine aurait dû être rentré à 7 heures, » admit Martin. « Ou au moins avoir envoyé un messager. Peut-être ont-ils établi un campement pour la nuit, » suggéra Isabelle, l'espoir grandissant en elle. Si les soldats partaient à la recherche de leur capitaine, elle pourrait aider Coda à fuir. Mais Martin secoua la tête. Les ordres étaient clairs. Nous restons sur place jusqu'à son retour. La nuit tomba. Isabelle alluma les lampes à pétrole et s'excusa pour regagner sa chambre, prétextant la fatigue. Cependant, au lieu de dormir, elle enfila des vêtements sombres et rassembla silencieusement des provisions, de la viande séchée, de l'eau, des bandages et une petite bourse de pièces qu'elle gardait cachée dans une boîte à biscuits. Un coup discret à sa porte la fit sursauter. « Madame Delorme » appela Jules. « Tout va bien ? Nous avons entendu du bruit. »« Je me prépare juste pour la nuit, » répondit-elle vivement, glissant les provisions sous son édredon. « Bonne nuit, messieurs. »« Bonne nuit, madame. » Isabelle attendit, écoutant les soldats s'installer sur le porche pour le tour de garde. Elle imaginait qu'ils se relieraient. Il lui fallait attendre le cœur de la nuit, l'heure où la vigilance s'émousse. Les heures passèrent. La maison craquait et se tassait dans la fraîcheur nocturne. Enfin, vers minuit, Isabelle se glissa hors de sa chambre, son baluchon sous le bras. Se déplaçant sans bruit dans la maison obscure, elle rejoignit le cabinet médical. Le parquet gémit doucement lorsqu'elle traversa la pièce vers la trappe dissimulée. Arrêtant pour guetter toute réaction des soldats dehors, elle déplaça avec précaution la table et le tapis, puis souleva la lourde porte de bois. « Coda » souffla T.L. dans les ténèbres. Le guerrier émergea de la cave comme une ombre, ses mouvements fluides malgré sa blessure. Dans la faible clarté lunaire filtrant par la fenêtre, ses yeux brillaient un mélange de douleur et de résolution. « Soldat » demanda T.L. doucement. Sur le porche, répondit Isabelle en lui tendant le paquet. Devant et derrière. Nous devons passer par la fenêtre. Coda hocha la tête, comprenant immédiatement.
Il aida Isabelle à glisser la table des examens sous la fenêtre, puis monta dessus pour déverrouiller le cadre. Avec une délicatesse surprenante pour un homme de sa carrure, il fit glisser le battant sans un bruit. Isabelle pointa la lisière des arbres au-delà de sa propriété. Le ruisseau mène à un système de grottes, à 3 kilomètres au sud, chuchota TL. Vous pourrez vous y cacher jusqu'à ce que vous ayez repris des forces. Koda se tourna vers elle, l'expression interrogatrice. Toi venir? Isabelle hésita. Si elle disparaissait, les soldats donneraient l'alerte immédiatement. Le capitaine Rochefort comprendrait qu'elle avait aidé le fugitif. Tout ce qu'elle avait construit ici, sa maison, sa vie, tout serait perdu. Je ne peux pas, dit-elle finalement. Ils nous traqueraient tous les deux. La compréhension s'alluma dans le regard de Koda. Il posa une main sur son épaule, un geste qui transmettait plus que n'importe quel mot. Puis, à la surprise d'Isabelle, il retira quelque chose de son cou, une petite bourse en cuir suspendue à un lacet. Protection, dit-il en la déposant dans sa paume et en refermant les doigts d'Isabelle dessus. De mon peuple. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de chevaux au galop brisa le silence de la nuit. Ils se figèrent tous deux, échangeant des regards alarmés. Le capitaine est de retour. Chuchota Isabelle avec urgence. Vous devez partir, maintenant. Koda acquiesça vivement et se glissa par la fenêtre avec une grâce qui démentait son état. Isabelle le suivit du regard, elle l'aidant à refermer doucement la fenêtre derrière lui. Elle s'est accroupie sous le rebord alors que des voix s'élevaient devant la maison. Martin et Jules accueillaient la troupe. Elle y avez-vous trouvé, mon capitaine? Lança la voix impatiente de Jules. On a perdu la trace à la rivière, répondit Rochefort avec frustration. Mais nous avons trouvé autre chose. Les signes d'une bande plus importante se dirigeant vers elle. Celui qu'on traquait ne devait être qu'un éclaireur. Isabelle se releva doucement dans l'obscurité. Elle n'y avait que quelques instants avant que les soldats ne viennent vérifier sa présence. Dehors, elle vit une ombre se fondre dans les ombres de la lisière. Adieu, murmura-t-elle. Elle attendit qu'il ait disparu avant de regagner sa chambre à pas de loup. Elle venait à peine de se glisser sous les draps qu'on frappa à sa porte. Madame Delorme? Appela le capitaine Rochefort. Désolé de vous réveiller, mais nous sommes rentrés. Isabelle ébouriffa rapidement ses cheveux et se frotta les yeux avant d'entrouvrir la porte, feignant le sommeil. Capitaine? Quelle heure est-il? Passé minuit, madame. Je voulais juste vous signaler notre retour. Nous avons repéré des signes d'un groupe plus large se dirigeant vers elle. Nous repartirons aux premières lueurs pour les intercepter. Isabelle hocha la tête, soulagée. Merci de me prévenir. Rochefort étudia son visage un instant. Vous allez bien, madame? Vous semblez un peu fiévreuse. Juste tirée du sommeil en sursaut, répondit-elle. Avez-vous besoin de quelque chose avant de vous reposer? Le capitaine secoua la tête. Nous avons tout ce qu'il faut, merci. Rendormez-vous, Isabelle. Nous serons partis avant le lever du soleil. Comme promis, les soldats quittèrent la ferme avant l'aube, le tonnerre des sabots s'estompant au loin alors que les premières lueurs touchaient l'horizon à elle. Isabelle resta sur son porche, les regardant disparaître. La petite bourse de cuir que Koda lui avait donnée était serrée dans sa main. Elle retourna dans le cabinet médical et regarda par la fenêtre vers les arbres où il s'était évanoui dans la nuit. Il n'y avait aucune trace de lui, comme elle s'y attendait. Il devait être loin maintenant, rejoignant les siens. Isabelle ouvrit la bourse et y découvrit un pendentif en os magnifiquement sculpté, représentant un aigle en plein vol. Un symbole de liberté, peut-être, ou de cet esprit qui les avait reliés malgré tout ce qui aurait dû les séparer. Le soleil du matin se leva pleinement, baignant sa petite ferme d'une lumière dorée. Isabelle savait qu'aider Koda aurait pu lui coûter la vie. Pourtant, elle ne ressentait aucun regret. Dans un monde déchiré par la haine et la peur, elle avait choisi la compassion. Tout comme son père elle l'aurait fait, elle noua le lacet de cuir autour de son cou, glissant le pendentif sous sa robe où il reposa contre son cœur. Dehors, la vie reprenait son cours. Les vaches attendaient la traite. Les œufs devaient être ramassés. Les champs demandaient soin et labeur. Isabelle sortit dans le jour nouveau, portant en elle la certitude que même dans les temps les plus sombres, l'humanité pouvait encore franchir les gouffres qui divisaient les hommes. Et quelque part vers le sud,
un guerrier blessé emportait avec lui une vérité similaire, que la clémence ne connaissait pas de frontières, que la bonté pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que peut-être, il restait encore un espoir de paix sur cette terre tourmentée.